Accroissement en surface, on vient de le voir, donc on a une forêt qui s'étend et qui devra certainement migrer pour survivre, peut-être pas assez rapidement, mais en tout cas tout poussera à cette migration. Mais aussi en biomasse, on a vu tout à l'heure que l'augmentation du CO2 dans l'air provoquait une accélération du fonctionnement des végétaux, de la fixation du carbone et donc de la croissance des arbres. Donc un vrai effet fertilisant de l'augmentation du CO2 atmosphérique, mais aussi, parce que dans l'effet de serre, il n'y a pas que le CO2, il y a aussi un certain nombre de composés azotés qui sont des fertilisants pour les plantes, et puis la température elle-même crée un milieu plus favorable à la croissance. En matière de feux de forêt, on l'a vu tout à l'heure, la biomasse est combustible. Alors l'arbre est peut-être dans un certain contexte une essence qu'on peut mettre hors feu, moyennant un certain nombre de travaux de débroussaillement. Mais le problème, c'est que cet effet fertilisant, il est aussi efficace pour les espèces accompagnatrices, les espèces de sous-bois, celles qui constituent, disons, la denrée essentielle du feu. Et du coup, tous les travaux, toutes les parades qu'on peut mettre en place, comme le débroussaillement, il va falloir redoubler de fréquence, redoubler d'intensité, et on n'est pas sûr d'avoir les crédits pour le faire. Et puis toute la question que j'évoquais tout à l'heure, elle arrive là, c'est que ce fonctionnement idéal, j'ai plus de carbone, je pousse plus, ben ça marche tant qu'on peut fonctionner avec les mêmes règles. Mais dès qu'on a moins d'eau, il y a des phénomènes de seuil qui sont atteints, et les plantes, à ce moment-là, changent de mode de fonctionnement. Et d'ailleurs, c'est un mode d'adaptation à la sécheresse que beaucoup de plantes méditerranéennes font très bien, c'est-à-dire arrêter de fonctionner. L'été, lorsque l'eau est limitante, on ferme les stomates, on ferme la machine à photosynthèse et on arrête de fixer du carbone, donc on arrête de croître, de façon à économiser de l'eau, parce qu'elle est limitante. Mais si on atteint un certain niveau de stress hydrique, eh bien, on a une forêt qui non seulement ne croît plus, qui ne fixe plus de carbone, mais qui continue à respirer, c'est-à-dire à relarguer du CO2. Ça, c'est quelque chose qu'on a découvert en 2003. En 2003, la forêt méditerranéenne a relargué du carbone. Alors qu'on considère, disons, classiquement que la forêt est un puits de carbone, on oublie qu'il y a aussi un phénomène de respiration chez les plantes, qu'il est bien en deçà du phénomène de photosynthèse, mais quand la photosynthèse s'arrête durablement, eh bien la respiration prend le dessus et les plantes commencent à reperdre du carbone. Et ça, c'est extrêmement préoccupant. Et on se pose la question de savoir quel type de végétation il faudrait avoir. Et peut-être que l'arbre n'est pas la meilleure spéculation pour éviter ce phénomène qui amplifie le réchauffement climatique. Le régime de feu a-t-il déjà été impacté? Le lien entre changement climatique et feu de forêt, il est déjà avéré en Espagne. Il y a plusieurs études que je cite ici qui ont montré, donc ce sont des études rétrospectives, qui établissent des relations statistiques entre les séries historiques météorologiques, par exemple pour l'étude en question sur la période 41-94, des indices, disons, de risque de forêt ont été calculés sur, disons, le même modèle que celui qu'on utilise en France aujourd'hui. Et par ailleurs, on a confronté sur une période plus récente, parce qu'on ne dispose pas de statistiques feux de forêt sur des profondeurs aussi importantes, donc les statistiques sérieuses ont commencé dans les années 70. Donc les statistiques ici ont pu être comparées sur la période 68-94 et on a montré une corrélation avec une augmentation et du nombre de feux et de la fréquence des surfaces parcourues en lien avec ces augmentations des paramètres climatiques. En Espagne, on a un lien scientifique établi entre les deux phénomènes. Par contre, ce n'est pas du tout le cas de la France. Et la France, peut-être, sur le panorama européen, fait figure d'exception dans ce domaine, mais c'est une exception notable. C'est que quand vous regardez ces statistiques feux de forêt en France, aussi bien à gauche le nombre de feux qu'à droite la surface brûlée, on a plutôt une tendance à la diminution. Moi, quand j'ai commencé à travailler sur cette question, le chiffre clé pour la France, c'était 30 000 hectares en moyenne par an, parcourus par les incendies de forêt. Aujourd'hui, on n'est plus qu'à 15 000.
Donc c'est une vraie diminution en termes de surface. À quoi elle est due? Eh bien, elle est due aux parades qu'on a mis en place. J'en parlais au début, c'est-à-dire à l'action humaine. On a un dispositif de prévention et de lutte en France qui est efficace. On sait préparer le terrain à la lutte et on sait utiliser cette préparation pour lutter efficacement. Alors on y met les moyens, on verra tout à l'heure combien ça nous coûte. On verra aussi tout à l'heure quelle proportion on met dans la prévention et quelle proportion on met dans la lutte. Mais aujourd'hui, force est de constater que cet argent est bien investi et qu'on fait face. Qu'on fait face jusqu'à un certain point. Vous voyez cette grande barre rouge en 2003. En 2003, on n'a pas fait face. En 2003, on était face à des conditions météorologiques telles que le système de prévention et de lutte efficace habituellement ne l'a plus été. Ces feux ont dérapé et on a, comme beaucoup de voisins européens, eu des grosses catastrophes en 2003. Donc ce phénomène de feu qui dérape, c'est-à-dire de grands feux, disons de plus de 500 hectares, ça reste le phénomène préoccupant. C'est encore le point sur lequel on ne sait pas faire, malgré tout l'argent investi. Lorsque l'on est dans des conditions météorologiques extrêmes, à un moment ou à un autre, un feu dérape, échappe. Pour un peu qu'on ait un deuxième feu qui se développe dans ces conditions-là, les moyens sont tellement désorganisés que souvent ce deuxième feu échappe et on peut avoir plusieurs feux simultanés qui, parce qu'ils ont échappé, vont finir par menacer des interfaces habitat-forêt. Du coup, on passe d'une logique de lutte contre les incendies de forêt à une logique de sauvegarde des populations et on a un phénomène qui dérape et qui génère des grands feux, qui peut éventuellement générer des blessés, voire des victimes. En 2003, ici on est sur la région PACA, on a eu dans beaucoup de feux, avec des surfaces qui somme toute restaient raisonnables dans les autres départements. Mais dans le Var, c'est là que les choses se sont passées. On a eu 377 feux, 18 000 hectares parcourus, plus de 100 infrastructures détruites et 7 morts. C'est une saison particulièrement dramatique. Et l'essentiel des événements se sont déroulés dans un espace extrêmement réduit, c'est le massif des morts, très près de la côte, donc un massif qui vient se terminer sur un littoral urbanisé. Premier feu, ça s'est passé le 17 juillet, 14h, le feu de Vidauban 1 démarre, et ça a été une véritable bombe qui est partie tout droit vers la mer, vers l'interface habitat-forêt, et qui n'a pu permettre aucune parade. Et cette forme assez étroite a beaucoup interrogé parce qu'on a l'impression que le feu allait tellement vite qu'il n'avait pas le temps de s'étendre. Et c'était un petit peu ça qui s'est passé. 10 jours plus tard, la part qui avait été préservée par, disons, ce comportement un peu fusé de ce feu, c'est le feu de Vidauban 2, 16 heures, 5600 hectares. Regardez un petit peu. Il vient buter sur son flanc gauche sur le feu de Vidauban 1 et il atterrit exactement au même endroit en reconstruisant à eux deux le feu qui avait eu lieu 10 ans avant, parce que là on est dans ce qu'on appelle un couloir de feu, c'est-à-dire la conjonction d'une zone d'éclosion préférentielle sur le village de Vidauban, et puis le vent dominant qui se propage dans ce sens-là, et donc l'arrivée du feu qui, si il n'avait pas été arrêté par la zone urbanisée ou la mer, aurait pu certainement continuer encore plusieurs kilomètres. Là, il a parcouru 22 kilomètres. Il a parcouru 22 km et il a fait des vitesses de pointe de 6 km/h. On n'avait jamais vu ça, des vitesses de pointe de 6 km/h pour un feu de forêt. Pour une colonne de pompiers qui doit se repositionner pour essayer de retrouver une zone d'appui pour organiser un système de lutte un tant soit peu efficace, c'est mission impossible. Donc, après avoir manqué le feu à son départ, toute l'activité a consisté à protéger les habitations à son arrivée. Mais absolument aucune lutte digne de ce nom entre ces deux points. Le Portugal était extrêmement touché aussi en 2003. La Grèce, bien entendu, et 2005 de nouveau au Portugal. Entre 2003 et 2005, le Portugal a perdu en feu de forêt 23% de sa surface forestière. Catastrophe majeure pour ce pays. Vous avez tous entendu parler des feux en Italie et en Grèce en 2007. En Grèce, en 2007, il y a eu 300 000 hectares brûlés, 80 victimes. Ça aussi, l'Europe n'avait jamais connu 80 victimes dans un seul pays pendant une seule saison feu. Donc là, on est face à des feux extrêmes. On a moins entendu parler de ceux de la Scandinavie, mais 2008 a connu des feux en Scandinavie. 2009, de nouveau, la Sardaigne, la Catalogne. Et puis 2010, c'était l'été dernier, c'était la Russie. Et on va avoir certainement des témoignages qui vont arriver après cette intervention.